Bonjour à tous. Déjà, pour commencer, donc effectivement, comme le disait Renaud, on va faire une conférence à deux voix sur le modèle de la prosopopèse métagnomie de René Sud, 100 ans après, puisqu'on s'est rendu compte effectivement qu'il avait exposé pour la première fois ce modèle en 1926. On est en 2026, donc c'était bien il y a 100 ans. Alors, vous inquiétez pas pour la prosopopèse métagnomie, on va reprendre ça ensemble pendant la conférence, histoire que tout le monde ressorte en sachant un petit peu de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, parlons déjà un petit peu de ce cher René Sud. Donc René Sud, c'est un homme qui est né en 1880 près d'Angoulême et en fait qui montre très tôt dans sa vie une certaine prédisposition aux études, à l'école. C'est vraiment ce qu'on pourrait considérer comme un bon élève, avec notamment un très grand intérêt pour la philosophie, dont il fera une licence, et puis un petit peu la psychiatrie. Il suivra quelques leçons de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne. Et il rajoute à ça un intérêt pour les arts, la poésie, la musique, intellectuel qu'on peut considérer comme assez complet. Et donc, avec tout ce background, avec toutes ces formations, il devient journaliste, notamment journaliste scientifique. C'est un petit peu un précurseur, en fait, sur de la vulgarisation scientifique. On parlait en introduction du très sérieux collège de Patapsychologie, le podcast qu'on co-anime avec Renaud. C'est un petit peu notre ancêtre, René Sud, au final. C'est lui qui a commencé, on découle de lui. Et il va notamment lancer le journalisme scientifique à la radio avec différentes chroniques, différentes émissions. À savoir qu'on est quand même à ce moment-là dans les années 30-40, donc la radio c'est un média quand même assez important et qui se diffuse beaucoup. Et dans sa quête de recherche scientifique, d'intellectualisation scientifique, il va tomber assez rapidement dans la marmite de la métapsychique, ce qui viendra plus la parapsychologie et dans tout ce monde-là. Et il va très vite être proche de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, que beaucoup, je pense, connaissent, en annonçant notamment sa création dans une de ses émissions de radio à la fin du mois de juillet 1919. Et puis, il continuera comme ça avec cette intuition qui le poursuivra toute sa vie, que c'est dans le subconscient et dans l'inconscient qu'on devrait trouver la clé de ces problèmes, des problèmes inexpliqués de la métapsychique. Et il publiera notamment, et c'est dans cet ouvrage qu'on retrouvera l'idée de la prosopopèse métagnomie, l'introduction à la métapsychique humaine en 1926, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a une centaine d'années, il y a 100 ans tout pile même. Alors, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on est à une période, on est début 1900, où on a beaucoup de phénomènes, il y a un gros intérêt pour la métapsychique, avec différents phénomènes que je vous ai remis ici. Et il y a un questionnement autour de comment est-ce qu'on explique tout ça, de quoi ça vient, pourquoi est-ce qu'il y a des médiums, pourquoi est-ce qu'il y a de l'écriture automatique, pourquoi il y a tous ces phénomènes-là. Et Sud va vraiment se mettre dans ce mouvement-là d'explication. Alors, vous allez me dire, bon, s'il a tenté un modèle explicatif, pourquoi est-ce qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui? Parce que c'est pas un nom extrêmement connu. René Sud, c'est un peu quelqu'un qui est tombé dans l'oubli. Et parce que René Sud, en fait, il va avoir une position un peu entre deux, un peu à cheval entre deux mondes. Il va pas être complètement dans une explication très spirite, ni complètement dans une explication très sceptique. En fait, il est trop rationaliste pour les uns, mais un peu trop ouvert pour les autres. Et du coup, il se retrouve un peu entre les deux. Et c'est ce qui causera sa perte, entre guillemets. Parce qu'en fait, à ce moment-là, donc les spirites vont avoir une explication. Si on prend l'exemple de la médiumnité, par exemple, et qu'on simplifie un petit peu ça, les spirites vont avoir une explication du type le médium entre en contact avec des esprits défunts, là où les sceptiques vont plutôt partir sur quelque chose du style les médiums simulent, ou alors la médiumnité est une forme de pathologie psychique. Et René Sud, lui, il se dit c'est pas l'un, c'est pas l'autre. Du coup, il se place un peu entre les deux, et c'est là qu'il amène cette histoire de prosopopèse métagnomie, dont on va parler maintenant. Alors, on va découper, vous comprenez bien que c'est une réunion de deux termes. On va commencer par le premier. Revenons rapidement à l'école, la prosopopèse. Alors, la prosopopèse, ça vient du grec, du terme grec prosopon, qui a donné prosopopeio. Je n'ai pas fait grec, j'ai fait allemand à la base, et qui va donner prosopopée en français.
L'idée, ça vient donc du masque de théâtre du personnage. En fait, c'est cette idée d'une apparition d'une personnalité nouvelle chez un individu qui va vraiment basculer de sa personnalité quotidienne à une autre, comme s'il portait un masque. Et voilà, Sudre décrira vraiment ça comme tout changement brusque, spontané ou provoqué de la personnalité psychologique. Alors, on pourrait dire que c'est assez similaire à un acteur qui vient jouer un rôle, mais il y a une grande différence entre les deux, c'est que l'acteur qui joue un rôle a bien conscience qu'il joue son rôle, il apprend son texte ou pas, mais en tout cas, il se met dans un personnage de lui-même qu'il connaît, qu'il maîtrise. Dans le cas de la prosopopèse, c'est un changement qui n'est pas volontaire, qui n'est pas forcément voulu ni choisi par la personne qui fait ce changement, en l'occurrence, si on garde cet exemple parce qu'il marche très bien, par le médium. Et Bertrand Meheust va avoir cette terminologie qui est super intéressante et qui, je trouve, résume très bien cette idée de prosopopèse. Il parle de visagification, on change de visage dans la prosopopèse. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez naturel, cette visagification que James ou Janet avaient déjà un petit peu mis en lumière et considéraient que l'homme avait cette tendance à faire ces visagifications un petit peu au quotidien. Renaud, c'est à toi. Donc, je prends la suite. Effectivement, il y a une différence avec ce dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les états non ordinaires de conscience. Aujourd'hui, on étudie finalement des variations du flux de l'esprit. On met derrière conscience un certain nombre de choses assez floues et du coup, il n'y a pas forcément encore de consensus. La notion de prosopopèse, elle s'appuie sur les fluctuations de la personnalité. Et c'est tout à fait dans l'ambiance intellectuelle de l'époque. Vous avez des gens comme Myers qui vont effectivement être des pionniers de la psychiatrie dynamique et qui va, lui, avoir un ouvrage sur les personnalités humaines. Alfred Binet va aussi parler des altérations de personnalité. Pierre Janet, comme ça a été cité, a fait sa thèse sur l'automatisme psychologique. Et William James va présenter des choses sur la volonté de personnification, la tendance à la personnification qu'on peut avoir chez les médiums. Merci. Donc il y a toute cette ambiance, mais ce que essaie de proposer Sud, c'est de donner une portée plus large et unifiante, donc d'englober différentes formes de fluctuation de la personnalité sous un même concept. Et donc je vais le citer à plusieurs reprises. Nous constatons qu'en certaines circonstances anormales, certains sujets abandonnent brusquement leur personnalité habituelle pour prendre une personnalité tout à fait différente. Leur mémoire est abolie, leur caractère est transformé, ils ont un nom, des idées, des tendances différentes. La nouvelle personne peut connaître l'ancienne, mais elle en parle comme de quelqu'un d'étranger, parfois d'ennemi. Cette altération peut survenir accidentellement ou peut être suggérée. Elle peut durer quelques instants ou des années. Donc, vous voyez, quand on parle d'état non ordinaire de conscience, on ne va pas jusqu'à imaginer quelque chose qui peut durer des années. Par contre, là, on couvre bien ce qui était déjà connu à l'époque, qui sont les personnalités alternantes, etc. Donc, Sudre montre que son modèle va pouvoir s'appliquer pour décrire ce qui se passe chez les Pythies de l'Antiquité, pour décrire les possessions assez bien décrites dès le Moyen-Âge. À la période des Lumières, on a vu émerger d'autres dispositifs de transe, le somnambulisme, l'hypnotisme, puis l'hystérie et la médiumnité qui occupent énormément les chercheurs de l'époque. Donc tout ça pourrait être rendu par la prosopopèse. Et donc, qu'est-ce qu'il met derrière? Comment il conçoit le cas de son concept? Il dit déjà qu'il est dans une approche non pathologique. Ces états sont tous plus ou moins caractérisés par la même tendance à l'altération du moi. On peut dire qu'ils révèlent une désagrégation de la personnalité. Mais ce mot, désagrégation, et qui est déjà utilisé chez Janet, ne doit pas être entendu dans un sens trop pathologique, attendu que la division de conscience se manifeste chez des sujets sains. Là, on voit, il est très très fan de Pierre Janet, il ne l'a jamais rencontré à son grand regret, mais il est très critique de cette déviation, réduction psychopathologique qu'on va trouver chez un Janet qui ensuite fait carrière chez Charcot avec ça. Il n'a pas toujours été comme ça, Janet, mais pour le coup, effectivement, il n'y a pas de raison de pathologiser à outrance toute forme de dissociation ou de désagrégation de la personnalité. C'est ce que propose Sudre. Il dit qu'il y a un continuum dans toutes les personnalités que nous aurons à considérer. Nous trouverons des différences de degré et non de nature au point de vue de la cohérence, de la complexité, de la durée, de la facilité d'émergence, etc.
Entre le moi permanent de l'homme normal et le moi le plus fugitif de l'hypnose ou de la transe, il y a des dégradations innombrables. Donc, on est sur cette idée que, oui, il y a plein de façons d'être différentes. Ça recoupe ce que je citais tout à l'heure, mais il n'est pas clinicien, il est journaliste, encore une fois, un philosophe, être dans une neutralité clinique et mettre en avant un entre-deux. Il faut moins considérer la désagrégation comme un émiettement, une rupture de la synthèse mentale, que comme la préparation à des synthèses nouvelles. Le phénomène qui nous intéresse au point de vue métapsychique, c'est la genèse de personnalités multiples dans l'individu humain. Donc là, je décrypte un petit peu ce qui est sous-jacent dans cette proposition, c'est qu'on voyait le fait d'entrer dans des agrégations, dissociations, comme quelque chose d'assez négatif pour l'individu, puisqu'en fait, il perd le contrôle, il perd sa fonction de synthèse, il perd un peu le fil de son identité. Et en réalité, ce que dit Sud, c'est que ça peut être un rebond, un ressort, pour justement produire des synthèses nouvelles, et en fait, on peut aller vers une sorte de régression, puis une évolution, une progression. Et là, du coup, il se rapproche beaucoup plus de Myers, qui tenait des propos très similaires. Et cette idée, c'est ça qu'il faut un peu retenir, c'est nous n'avons pas une seule personnalité, nous avons un potentiel de personnalité en nous. Nous pouvons tous générer, sans que ce soit forcément un trouble de personnalité multiple, etc., des personnalités différentes, multiples, étrangères l'une à l'autre, parfois en nous. Donc, le deuxième aspect, la prosopopèse étant maintenant introduite, c'est la métagnomie. Donc là, c'est un terme qui vient de Émile Boirac, un philosophe qui était également recteur de l'Académie de Dijon, qui traduisait par là une connaissance supranormale, une faculté de connaissance supranormale. Et à l'époque, les chercheurs en parapsychologie, qui eux-mêmes s'appelaient métapsychistes, utilisaient plutôt ce terme de Boirac. Donc c'est aujourd'hui, on pourrait le ramener à toute forme d'acquisition paranormale, anomale d'informations détenues par des vivants, et la terminologie qui est plus connue, qui est celle de la parapsychologie américaine, on va parler de télépathie, de clairvoyance, de prémonition notamment. Donc c'est quand, dans cet état notamment de transe, il va y avoir des informations qui arrivent et qui ne sont pas censées être présentes. Je vais vous montrer tout ça en images parce que moi-même, ça m'a aidé à clarifier ce qu'il essaie de raconter. En gros, nous nous voyons comme ça. Nous nous voyons comme un sujet ordinaire et la façon qu'on aurait de décrire une identité, c'est je suis moi. Enfin, voilà. Il y a une seule personne en moi, j'occupe mon corps, j'ai un seul esprit qui occupe mon corps. C'est la finitude et on pourrait dire la banalité absolue. Ce que propose Sud, c'est qu'il y a plein de moments, finalement, où on est très influencé, dans plutôt des formes d'intersubjectivité. Je suis moi, mais je ne suis pas totalement que moi. J'aurais envie de dire, prenez un enfant. Si vous prenez en thérapie un enfant, ne pas considérer la psyché familiale et les influences parentales, ce serait vraiment dommage. Il y a des phénomènes qui ont été décrits comme étant du côté du psychisme collectif, au niveau de la foule, où finalement on est débordé par ce qui se passe autour de nous, mais on pourrait aussi décrire le transfert dans la relation thérapeutique comme une forme de psychisme collectif, et de plus en plus de psychanalystes parlent du champ relationnel, où il y a vraiment une chimère constituée des inconscients et des personnalités en fait du thérapeute comme du patient. Donc là, j'ai situé sur cette slide des personnes qui sont présentes. Là, comme vous, par exemple, aujourd'hui, on est peut-être en train de créer un psychisme collectif. Là, je vous influence, vous m'influencez, etc., avec vos mimiques. Je passe à une autre version qui est les personnalités multiples. Donc là, il y a des cas extrêmement bien étudiés, comme Miss Beauchamp, des cas très très bien connus qui remplissent des volumes entiers. Donc on a vraiment des détails, des processus qui sont en jeu. Et il y a deux types de personnalités multiples qui sont assez connus. C'est la personnalité alternante. Donc je suis S jusqu'à un certain moment et je deviens S' à un autre moment de ma vie. Je peux rester S' pendant 6 mois, pendant 5 ans, etc. etc. Et donc, les gens ne me reconnaissent plus parce que je ne propose plus du tout les mêmes caractères de personnalité. Et puis, je peux rebasculer sans avoir forcément la mémoire, redevenir S à un autre moment. Donc ça, c'est personnalité alternante. Eugène Hazam en avait décrit, le Café Ida, etc. Plus connu, on l'assimile plus comme ça, c'est les personnalités coexistantes. Et donc là, il va y avoir
des sortes d'emboîtements en poupée russe, où je peux avoir plusieurs visages en fonction des circonstances. Et moi-même, parfois, je n'ai pas... Il y a une sorte de cloison psychologique entre ces différentes personnalités qui m'habitent. Mais je suis pluriel. Ce modèle de prosopopèse va donc aussi intégrer l'aspect de métagnomie. Parfois, je suis moi, mais en plus, se rajoutent à moi des informations qui viendraient d'absents. Donc d'absent, c'est je ne peux pas avoir cette information par des moyens conventionnels, donc je récupère des informations qui viennent par exemple de mes ancêtres, de personnes lointaines, et donc je sais des choses sans savoir comment je les ai apprises. Donc là, c'est le plus paranormal et le plus étrange, mais en réalité, vous allez voir qu'il peut y avoir de la métagnomie tout à fait sans les trans, mais ce que décrit Sud, c'est qu'il y a une forme de catalyse par la prosopopèse pour avoir de la métagnomie. En gros, quand on rentre en transe, on est très susceptible d'obtenir des informations dont on ne sait pas du tout d'où elles sortent et qui viennent donc finalement d'absents. Et le cas que Sud décrit comme le plus exemplaire, et celui qui travaille le plus dans ses ouvrages et ses articles, c'est le cas de la médiumnité qui va regrouper tout ça, qui va regrouper le fait qu'il y a des personnalités multiples en médiumnité, c'est-à-dire quand je rentre en transe médiumnique, je ne suis plus tout à fait la même personne que j'étais à l'ordinaire. Et puis, je vais choper des éléments des personnes qui sont présentes dans la pièce. Je vais vraiment être influencé, par exemple, par la personne qui m'a induit en hypnose, qui m'a mis également en somnambulisme, etc. Donc, vraiment, on voit une communion avec les personnes présentes et du coup aussi une sorte de lecture psychologique. Je ne me rends même pas compte, mais je lis vraiment dans l'autre comme dans un livre ouvert et je suis influencé par lui. Mais il y a également, et parfois, des informations qui viendraient d'ailleurs et donc qui sont métagnomiques. Donc, le cas de la médiumnité, il est complexe et ce que fait Sud, en fait, c'est de le démonter pièce par pièce pour expliquer les ressorts et créer, comme avec Myers auparavant, une vraie continuité entre tous les états qui ont été très bien documentés à l'époque. Aujourd'hui, je dirais, Sudre, lui, il n'a pas travaillé ça parce que c'était pas assez documenté, qu'on pourrait tout à fait travailler ce modèle de prosopopèse pour questionner des choses plus contemporaines comme les constellations familiales qui posent énormément de problèmes parce qu'elles ont le vent en poupe en termes de thérapie, très mal réglementées, elles sont aussi très dénoncées, leur mécanisme est très mal connu, très peu étudié, il y a quelques études en Allemagne, etc., mais c'est très mal fait, et pour le coup, elles auraient même dû s'appeler constellations médiumniques à l'origine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans une constellation familiale ? Eh bien, on demande à des gens qui n'y connaissent ni d'Ève ni d'Adam d'entrer dans une situation problématique d'une autre personne et puis de se laisser intuitivement porter par une personnalité qui viendrait à eux. Et donc, ils vont incarner un aïeul, ils vont incarner un homme, une femme, et puis ils peuvent mettre dans leur gestuelle quelque chose qui ne leur appartient pas. Et là, ça semble parfois résonner avec l'histoire du patient et des choses remontent. Donc là, on crée vraiment ce psychisme collectif avec parfois des informations inconnues. Même chose, en allant un peu plus loin, mais je ne vais pas pouvoir développer, les souvenirs de vie antérieure. Les études de Ian Stevenson, à partir des années 60, vont montrer que spontanément, alors on le savait déjà qu'on pouvait provoquer par l'hypnose des régressions dans des vies antérieures avec une fiabilité très moyenne sur la qualité des souvenirs, mais il va y avoir des études de ces souvenirs de vie antérieure spontanés. Et là, très clairement, on a finalement des enfants qui naissent avec plusieurs personnalités. Une personnalité qui suit le fil rouge un petit peu de leur milieu familial et une autre qui s'impose en disant « mais toi, t'es pas vraiment ma maman, j'ai une autre maman, elle s'appelle comme ça, elle habitait là, j'avais 3 frères, je faisais ça comme métier, etc. » Et là, on n'a pas de modèle de psychologie qui rende compte de ce type d'expérience, mais celui de Sudre pourrait s'y appliquer. Donc, ce que propose Sudre, je vais abandonner mes notes, de toute façon, je ne les lis pas, c'est qu'il y a 2 phénomènes. On peut avoir de la métagnomie sans prosopopèse, on peut avoir de la prosopopèse sans métagnomie, donc on peut rentrer en transe sans avoir des éléments noétiques qui nous arrivent. Je le cite, le phénomène métapsychique proprement dit, donc la métagnomie, existe à l'état pur, sans prosopopèse. On voit le passé ou l'avenir d'un homme, on lit à travers les corps opaques, on découvre des sources cachées sans que les esprits interviennent. D'autre part, la prosopopèse existe aussi à l'état pur, sans accompagnement de phénomènes surnormaux. C'est même cette seule forme que les hypnotiseurs et les psychiatres
de son temps connaissent. Il nomme le phénomène division de la personnalité, objectivation des types, etc. Donc voilà, les deux phénomènes sont séparés et du coup, il est intéressant de les étudier dans leur forme pure et dans leur forme composée. Donc je reprends un petit peu son fil d'analyse. Il y a déjà la prosopopèse spontanée. Dans les phénomènes spontanés, il existe une cause profonde, peut-être physique, sur laquelle Freud nous a beaucoup éclairé en nous montrant le rôle du refoulement de certains complexes affectifs dans l'inconscient. Sous l'influence d'un sentiment puissant, la honte, la peur, l'amour-propre, nous enfouissons en nous certains groupes d'idées qui, ne pouvant faire corps avec notre personnalité consciente, s'isolent et sont l'amorce de personnalités nouvelles. Donc, on a des embryons de personnalité liés au travail du négatif. Dans la vie courante, nous entendons dire « il y a 2 hommes en moi », il y en a quelquefois plus, 3 ou 4, qui correspondent à des tendances incompatibles qui ne s'unifient pas. Les changements de personnalité viennent de là. Donc, il a cette idée qui est finalement celle d'une forme d'inconscient. Il n'est pas du tout psychanalyste freudien et il va d'ailleurs critiquer ce qu'il assimile à du pansexualisme avec le peu de traduction française correcte de Freud à cette époque. Ça, c'est pour la prosopopèse spontanée. Et donc, il y a des formes de personnalités multiples coexistantes. Il dit qu'il y a une sorte de cloison psychologique entre ces différents personnages. Peut-être que vous vous étiez pas rendu compte que vous étiez plusieurs en vous-même, que votre corps habitait plusieurs personnalités potentielles, mais cette cloison est perméable, semi-perméable, au sens physique du mot, dans le cas où la mémoire est commune à certains de ces personnages. Donc parfois, vous vous êtes rendu compte que là, vous étiez plus tout à fait la même personne. Par exemple, vous êtes timide au quotidien et là, vous étiez complètement lâché. Alors, vous pouvez attribuer ça à l'alcool ou à une partie incompatible de vous-même. Toutes ces personnalités sont coexistantes et non alternantes. Coexistantes, c'est-à-dire qu'en réalité, la notion de personnalité alternante vient d'une sorte de lecture extérieure, mais ces personnalités, elles ne disparaissent jamais. Si vous voulez, quand S devient S', et puis redevient S, c'est que S n'a jamais disparu. Il est quelque part enfoui, comme il n'est pas sous les projecteurs, mais il est dans les coulisses. Et donc, il va dire que toutes ces personnalités occupent à tour de rôle le champ de la conscience, mais elles communiquent plus ou moins entre elles dans les profondeurs subconscientes. Et il peut le démontrer par des études qui sont faites expérimentalement à cette époque sur la double ou la triple conscience. C'est-à-dire que là, on va avoir des gens qui sont capables de faire coexister ces différentes personnalités en même temps dans des tâches expérimentales. En mettant un crayon entre les mains du sujet, la personnalité seconde ou du somnambulisme naturel ou de l'hypnose peut se révéler par l'écriture à l'aide d'une suggestion à droite. Tant qu'elle est au service de 2, la main de 1 ignore ce qu'elle écrit. Il est des cas où l'un des personnages incapare un membre ou une partie du corps qui devient insensible dès qu'elle est au service des autres. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des gens qui tiennent une conversation en prenant le thé, etc. Et en même temps, ils sont en train d'écrire un texte dont ils n'ont aucune connaissance, un texte automatique qui répond à des questions qui sont faites par des suggestions extrêmement discrètes, que par exemple, qui sont... Voilà. Donc, il faut pouvoir les entendre. Et il peut y avoir parfois une deuxième main qui va écrire un autre texte. Vous êtes en train de communiquer comme ça, une main écrit un texte, une autre main écrit un texte. Vous pouvez donner un crayon dans le pied. Et il y a des gens qui commencent à dessiner, etc. Donc, vous avez des phénomènes où on voit bien que ce sont des actions intelligentes, qui ne nécessitent pas forcément une conscience pleine et entière et synthétique, mais qui se démontrent, qui se présentent spontanément. Ça, c'est un phénomène très fort qu'il faut pouvoir intégrer dans un modèle de psychologie. Il y en a un autre qui a été démontré dès la réhabilitation de l'hypnose à la fin du 19e siècle par Charles Richer, qui a appelé ça l'objectivation des types. Alors, c'est pas trop resté comme vocable, mais en gros, il demande à des personnes de prendre une autre personnalité. Et donc, de devenir une petite fille, de devenir un vieil homme, donc de changer de genre, de changer d'âge, de devenir quelqu'un de la noblesse, etc. Et ces gens, par ces suggestions, sont capables de rester pendant des heures avec une cohérence parfaite dans les personnages qu'ils cherchent à incarner, enfin qu'on leur a suggéré d'incarner. Donc les sujets incarnent avec une vérité criante tous les types qu'on leur suggère, donc on peut tout faire et pendant des heures, et l'imitation va s'étendre à l'écriture. C'est-à-dire que le nouveau personnage va écrire ou dessiner, etc., d'une certaine façon, et si 2 semaines plus tard on refait la même suggestion, l'écriture va de nouveau être celle de ce personnage. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence qui se joue aussi au niveau moteur. Il est quasiment impossible de faire la différence et à un moment de dire
quelle est la bonne personnalité, la vraie personnalité dans ce corps? En réalité, il y en a effectivement plusieurs possibles. Donc, le programme de recherche de Sudre, je le décris à travers les livres qu'il a écrits. Et donc, le dernier grand livre qu'il a fait, c'est le traité de parapsychologie. Donc, vous avez vu, on a publié un grand manuel de parapsychologie scientifique plus d'un demi-siècle après, 70 ans d'ailleurs. Il va aborder ces cas de prosopospèse spontanée, des cas de possession, de personnalité alternante, le cas Beauchamp, le cas Doris Fischer. Il va aborder la prosopopèse provoquée, l'objectivation des types de Richer, le rôle de l'idée, donc de la suggestion, les personnalités régressives qu'on va trouver également avec l'hypnose, la prosopopèse à éléments supranormaux, parce que jusque-là, il n'y avait rien de paranormal. C'était de la psychologie un peu débordante, mais qui n'allait pas dans la parapsychologie. Là, il va parler de l'incarnation spirit, il va étudier le cas d'Ellen Smith de Théodore Flournoy, les esprits trompeurs, les incarnations de Mrs. Piper à Boston, qui a été étudié pendant plus d'une dizaine d'années par William James, les travaux également de Mrs. Sidgwick. Donc pour la parapsychologie, c'est des choses qui remplissent des volumes, encore une fois, très très détaillés de ces observations sur plusieurs décennies. Ensuite, il va s'intéresser à l'écriture automatique, il l'appelle plutôt écriture inconsciente, parce qu'elle n'est pas si automatisée que ça en réalité. Il y a quand même une forme d'intelligence qui est là, mais qui échappe à la conscience. La particularité du graphisme, les planchettes et tables parlantes, le psychisme collectif dans les tables, le fait que la table qu'on essaie de faire bouger avec les doigts collés, elle répond à des questions qui sont celles de la psyché collective. Il y a vraiment une communion des gens qui participent, et ce n'est pas une personne qui est médium, c'est vraiment dilué. Et un des cas qu'il va étudier, c'est celui de Hugo à Jersey, qui, avec sa famille, et d'ailleurs il n'est pas souvent à la table, va interroger plein d'esprits divers et variés. Et dans ce cas-là, c'est assez étonnant. La table va épeler des vers que Hugo a écrits, par exemple, le matin même. Donc, sans qu'il soit à la table. Donc, c'est comme s'il y avait vraiment des informations qui circulaient. Lui, il est présent et on sait comment un peu il écrit, mais il y a vraiment un phénomène très étonnant. Et puis, il va également s'intéresser aux personnalités multiples, étudier leur stabilité, leur structure, leur autonomie, leur coexistence et les interactions. Donc, c'est assez riche, et c'est juste un chapitre de ce grand traité. Et puis, il avait fait auparavant un livre vraiment sur la prosopopèse métagnomique, qui s'appelle Personnages d'au-delà, qui n'a pas eu de grand succès. Et vous voyez, c'est un peu le même découpage. Les possessions, les drogues psychiques et leurs effets, le rêve, les hallucinations, les stigmatisés, les souvenirs de vie antérieure, les romans planétaires, c'est-à-dire à quel point, dans ces états de transe, les gens peuvent générer des ontologies, des cosmologies géniales et artistiques. Les correspondances croisées, alors ça, c'est un cas très compliqué. Je ne vais pas le détailler ici, mais voilà, il le traite. Et puis, d'autres cas qui viennent de la littérature parapsychologique. Et en gros, il dit, mais là, on a une piste pour mieux comprendre la structure de l'inconscient. Donc, c'est son projet théorique. Et donc, cette structure de l'inconscient, je vais en donner quelques éléments. Il y a du polypsychisme. Donc, c'est cette idée-là, qui n'est pas celle de Sudre, hein, qui est du rang de Gros auparavant, et d'autres magnétiseurs. Le moi, ce que je suis, doit être considéré comme une synthèse polypsychique. Voilà. De la même manière que sensoriellement, vous captez plein d'informations visuelles, auditives, etc., et vous n'avez qu'une synthèse de tout ça, votre personnalité, c'est un mélange des genres. Le moi doit être vu comme une coordination d'états psychiques et non comme une unité métaphysique. On ne saurait cacher la supériorité de la théorie de la division de la personnalité, c'est-à-dire la formation temporaire d'une synthèse nouvelle aux dépens de certains éléments dissociés de la synthèse ancienne. J'essaie de traduire. C'est en gros, quand on voit tous ces morceaux et ces éléments plus ou moins autonomes, plus ou moins mis en avant, on comprend que parfois, ils se greffent à notre personnalité, parfois ils s'en détachent, parfois ils vont devenir une personnalité qui va prendre plus de place, plus d'autonomie, etc. C'est également décrit par Carl Gustav Jung avec les complexes affectifs. Il dit également qu'il y a une variation continue entre des personnalités au pluriel. Une telle unification n'est point abusive quand on admet avec la majorité des psychologues que la personnalité est une synthèse plus ou moins stable qui dépend de forces affectives et qui ressent tous les contre-coups de leurs attractions et répulsions. Vous vous rappelez, il a cité Freud, et notamment aujourd'hui, on a des théories du trauma où on dit bien, dans l'instant traumatique, il va y avoir cette désagrégation de la personnalité, et il y a des parties de nous qui ne sont pas subjectivées, pas métabolisées, et qu'il faudra du temps pour se réapproprier, pour rattraper. Et donc là, on est un peu sur ça, on a des morceaux qui vont se détacher par moment. Et il y a une absence de hiérarchie. Donc là, ce que dit Sud, c'est que cette personnalité ordinaire, votre synthèse actuelle, ce que vous êtes aujourd'hui le 12 février 2026,
c'est plus ou moins vous, c'est le vous intéressant pour suivre un colloque, mais il y a peut-être une meilleure personnalité en vous. Et je pense que tout thérapeute doit espérer ça, puisque les gens qui viennent le voir veulent changer, se trouvent pas forcément bien avec ce qu'ils sont. Et donc, on peut pas forcément faire une hiérarchie en disant non, c'est la meilleure personnalité disponible pour vous, vous pouvez pas faire mieux, alors que si. Donc là, je vais donner citation. Pour nous, la personnalité seconde n'est pas plus essentielle que la première. C'est une synthèse différente, moins durable, moins solide, mais de même nature. N'insistons pas sur ce conflit qui ne saurait être tranché tant qu'on voudra faire du corps le support de la personnalité. Dans le plan psychologique, il n'y a que des personnages. Donc, nous sommes un théâtre à nous tout seuls. Et qu'est-ce qui fait que nous avons toujours une synthèse à proposer au public? C'est qu'il y a une tendance à l'incarnation qui est un petit peu la dynamique, on pourrait dire presque pulsionnelle, de ces personnalités. Elles cherchent à s'imposer, elles cherchent à prendre toute la lumière sur la scène. Je le cite, une combinaison différente de ces facteurs obscurs, un nouveau complexe, une nouvelle idée force, et c'est un autre personnage qui apparaît. Parfois frustré, indécis, il peut prendre une grande originalité d'allure. En tout cas, l'illusion qu'il crée est moins dans la restitution minutieuse des caractères que dans la volonté de persuader qu'il l'anime. L'effort volontaire du comédien qui compose un rôle peut aboutir à ces transformations dans lesquelles sont seuls tolérés les éléments psychologiques, personnels, qui sont compatibles avec le type incarné. Et nous avons vu qu'une telle transfiguration, quoique éphémère, n'est pas aussi artificielle qu'on croit. Donc là, il donne plusieurs exemples. Oui, il est à un niveau où il a déjà présenté son matériel. Donc, quand on pense à des médiums, oui, des médiums vont incarner tel ou tel défunt. Parfois, ils en gardent quelques traces. Parfois, ils ont aussi ce qu'on va appeler des contrôles, donc des guides qui sont là de plus en plus présents. Ils peuvent du coup vraiment avoir ces interactions beaucoup plus continues avec ces gens-là. Donc, il y a cet exemple-là que, en fait, ces esprits avec lesquels le médium suppose être en contact, mais vous mettez ça au mode chamanisme, ce que vous voulez, ces esprits-là cherchent à s'incarner. Ils cherchent à finalement prendre possession, utiliser le potentiel du corps pour se représenter de la façon la plus cohérente et pertinente possible. Alors, il dit qu'il y a un peu des ratés, que c'est un peu frustre et indécis, c'est que un esprit que vous canalisé pour une première fois, et très souvent, il passe à côté, quoi. Il dit des choses qui sont un peu fausses, il y a des mimiques qu'il n'a pas, il y a des trucs qu'il n'a pas. Mais à force d'essayer, par exemple, d'incarner le même esprit, il peut y avoir plus d'informations qui s'agglomèrent, et on peut avoir un personnage qui ressort sur mesure à chaque fois qu'il est sollicité. C'est en gros une sorte de personnalité multiple. Et il donne aussi cet exemple qu'il va reprendre, qui est celui du comédien. C'est effectivement un des plus pertinents. On arrive mieux à se figurer la chose. D'ailleurs, il y a pas mal de comédiens qui disent « j'ai été tellement pris dans ce rôle que c'est devenu moi ». On voit la porosité de cette cloison psychologique. Je suis censé créer un personnage, je suis censé en mode acteur studio même le vivre, lui donner de la chair, lui donner une partie de moi, me sacrifier pour ce personnage, Jackson Davis, etc. Mais parfois, ça va trop loin. Je sais pas, Marion Cotillard, je l'ai devant. Marion Cotillard qui a été perturbé pendant des mois, poursuivi par le personnage, mais il y en a plein des acteurs qui vont raconter ça. Donc, l'art du comédien, c'est celui de parvenir à produire des nouvelles synthèses à partir de prosopopèse. C'est exactement ça qu'il fait. Et finalement, c'est un mécanisme psychologique. On ne va pas dire que c'est pathologique, on ne va pas dire que c'est paranormal. Et on est capable de le faire dans les trans. Ce que dit finalement Sud, c'est que la prosopopèse peut donc se combiner avec la métonymie. On a, pour des raisons de méthodologie, suivi plutôt une méthode analytique, où on a d'abord travaillé les uns et les autres séparément. Et il va citer Lavoisier, qui dit on a compris l'eau quand on a séparé H et O2. Et moi, je fais une sorte d'autre analogie. Il y avait un découpage qui est déjà chez Plutarque entre la divination apollonienne et les trans dionysiaques, qu'on va retrouver ensuite chez Nietzsche, etc. Vraiment cette idée qu'il y a un pôle déstructuré qui est côté dionysiaque, on est dans la prosopopèse, dans la transe, et un pôle structuré d'accès à des connaissances supranormales qui est la métagnomie et qui est typique d'Apollon. Voilà un petit peu ce que j'essaie de combiner. Alors, d'autres éléments, ces personnages ont une certaine vraisemblance, avec des variations de qualité, animés par la volonté subconsciente du médium, des personnages s'évoquent à la suite d'une suggestion ou d'une association d'idées. Ils sont plus ou moins vraisemblables, selon les renseignements plus ou moins justes qu'ils ont ramenés du fond de l'inconscient, selon les lambeaux plus ou moins grands de mémoire qu'ils ont captés.
Parfois, le personnage construit est purement fictif, c'est un contrôle, un travestissement naïf du médium. D'autres fois, il est maigrement vraisemblable, faute de renseignements. Enfin, il peut être parfait, quand la source est abondante, quand le transcendant afflue. Entre ces extrêmes, on voit tous les degrés de la synthèse spirite, dans le cas du médium. Et il va également connecter le champ de l'hystérie et le champ du transcendant. Les personnages d'au-delà ne sont pas foncièrement différents des personnages d'en-deçà, créés par l'imagination subliminale des névrosés, même si, grâce aux facultés métapsychiques de leur médium, ils sont les copies satisfaisantes d'un original qui vécut sur la scène réelle du monde. En gros, Sudre n'écarte pas le fait que les médiums puissent vraiment avoir accès à des informations inattendues. Simplement, c'est dans un processus psychologique beaucoup plus large. Et donc, ces personnages sont labiles, en fait, ils se font et se défont. C'est des combinaisons mentales, ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Par l'habitude, on peut rendre de plus en plus vraisemblable cette combinaison. Et ces avatars ont un rôle instrumental. Ils servent au médium pour aller chercher des informations que sa personnalité ordinaire ne voudrait pas forcément supporter ou être responsable. Et comme je vous le disais déjà avec l'objectivation des types, il y a des démonstrations que cette prosopopée, cette tentative de personnification, d'incarnation d'un autre, va s'étendre sur le plan corporel, sur le plan moteur. Il y a une modalité motrice qui peut être tout à fait incorporée, c'est-à-dire le médium va par exemple prendre une attitude qui est celle typique de l'esprit à laquelle il essaie de se connecter. Il va avoir des tics de langage également, la façon d'écrire. Vous avez donc des artistes qui se disent inspirés et qui font à la façon de un tel ou un tel, selon leur modalité. Et on trouve chez Bergson cette idée des souvenirs moteurs, qui sont un type de souvenir qu'on pourrait mobiliser dans la personnalité. Les magnétiser, dont son noblesse parlait de sympathisme organique. Et vous avez également un cas qui a été documenté d'un clairvoyant, Raphaël Sherman, dont la médiumnité consistait à recopier l'écriture de quelqu'un, deviner comment quelqu'un écrit. Et donc, il démontrait qu'il était capable de se connecter à quelqu'un en imitant son écriture. Je ne vais pas aborder ça parce que mon temps est un peu... C'est juste pour dire, Sudre a été en opposition avec la théorie spirit qui donnait au monde des esprits une réalité fondée, mais il avait quand même une hypothèse qui rejoint celle de Fechner, James et Bergson, dans lequel, d'où viennent ces informations que le médium peut récupérer? Eh bien, il y aurait un réservoir psychique qui ne serait pas une vie dans l'au-delà, une après-vie, mais qui serait des informations qui nous ont composé, ce qu'on a été, et qu'on fait revivre. Donc, il faut toujours quelqu'un de vivant qui réincarne ces informations qui flottent quelque part dans un réservoir psychique. Et pour conclure, donc les expériences, enfin les états non ordinaires de conscience qu'on dit bas depuis longtemps ont pour repère fixe une personnalité de veille stable, unique, consciente et garantie. On a vraiment ce modèle de base. Occidentaux ne se rendent même plus compte, tellement c'est implicite, qu'on parle de cette idée que c'est normal d'avoir une personnalité dans un corps, et tout le reste est un peu bizarre, alors que la psychiatrie dynamique avait déconstruit ce mythe avec les travaux français, avec les travaux anglais, le mythe d'une monade psychique, et Sudre va encore enrichir ce modèle en mettant dedans la métagnomie et toutes les formes d'observation qui avaient été réalisées à son époque. Donc, ce qu'on observe, c'est la forme complexe, le plus souvent, c'est la forme combinée de prosopopèse et métagnomie, parce qu'elles se catalysent mutuellement. Quand vous faites de la médiumnité, que vous essayez de capter des informations, vous allez chercher à rentrer dans des transes parce que ça vous facilite cet accès. Et quand vous êtes en transe, spontanément pour telle ou telle raison, eh bien, vous êtes plus susceptible de choper des informations métagnomiques. Ce qui m'amène à dire, déjà, pourquoi on a oublié Sudre, alors qu'il y a peut-être des choses à tirer de toutes les leçons que lui avait faites. Et puis, finalement, on se rend compte que dans le champ des recherches, se sont séparés les spécialistes des trans et les spécialistes du paranormal. Il y a quelques figures, on a parlé d'Edsel Cardena, qui font la jonction, mais en réalité, il y a vraiment, je pense, besoin de se réunifier et de proposer une synthèse nouvelle. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, si on peut prendre quelques questions. Oui, Rodrigo. Dans le polypsychisme de Sudre, comment il expliquerait par exemple des phénomènes, des cas comme celui de Chico Xavier au Brésil,
dans lequel on a eu des thèses aujourd'hui qui sont publiées, des thèses par exemple qui ont été défendues avec des personnes comme Alessandro Moreno, Marina Weiler, et etc. dans lequel on voit quand même qu'il y a une spécificité de la personnalité de Chico Xavier qui est très simple, qui était analphabète, qui produisait des romans de science-fiction, des poésies de personnages brésiliens spécifiques, oui. Et dont les études montrent qu'elles corrélaient dans la sémantique, dans la caractéristique de l'écrit. Donc effectivement, pour ces études, on a des outils beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui qui nous permettent de dire c'est quoi le style d'une personne. Et le style, c'est parfois extrêmement subtil dans le choix des mots algorithmiques, c'est vraiment très inconscient. Et là, nos outils nous permettent de dire ah oui, là, il écrit vraiment dans le style de un tel qu'il n'a pas connu, pas lu parce qu'il est analphabète. Et donc, il y a cette jonction qui est vraiment de la métagnomie, mais pour moi, c'est typique de ce modèle. C'est ce que je vous disais. Il va choper un aspect de la personnalité qui peut être le surnom que vous donnez à votre chérie, des choses comme ça, mais votre style d'écriture, c'est une partie de votre personnalité. Et donc, oui, il rentre dans des trans médiumniques assez classiques. Il a des personnalités secondes, il a des contrôles également, mais pour moi, on est dans la métagnomie de ce côté-là. C'est ça qu'on vient démontrer. Mais c'est vrai que j'étais amusé. Dans le polypsychisme, c'est-à-dire l'aspect interne de cette caractéristiques, de multiples caractéristiques de personnalité. Mais c'est cette idée de la monade psychique, genre on est fini et je suis moi et restez à votre place, quoi. Mais en réalité, si on veut travailler en thérapie, en écoute, en empathie avec son patient, ben on fait pas ça, on fait autre chose. Il y a Lucas, oui. Et comment sont abordés les dangers et les potentiels dommages collatéraux de ce genre de pratique? Parce que c'est quand même jouer avec des forces qui nous dépassent, c'est un petit peu jouer au cerveau fou, et à mon sens, il y a quand même un certain danger, et qui je ne vois pas, qui n'a pas été abordé, je trouve. Et je pense qu'on a quand même quelques cas qui ont du mal tourné, je pense. Oui, effectivement, mon abord n'était pas clinique pour le coup, mais vraiment plutôt historique et théorique. On pourra reprendre cette question-là effectivement plus tard. Sud n'est pas clinicien, mais Janet l'est, et Janet, lui, est sur pathologie, c'est-à-dire il va au début pas dire ça, mais ensuite il va dire tous les médiums sont des hystériques en fait, on peut tout ramener à la pathologie. Sans nécessairement parler de pathologie, plus le fait de s'amuser avec des forces qui sont invisibles, et je parlerais plus de possession que de pathologie. Oui, mais là, c'est en fait, et effectivement, c'est aussi un des travaux de Sud, c'est de démythifier tout ça. Le discours qui est amené par la psychologie, c'est qu'on peut reproduire ces mêmes expériences de médiumnité dans un cadre tout à fait laïque. On peut, par exemple, créer un fantôme collectivement. En lui inventant une histoire, et puis ensuite, il s'incarne, il devient autonome, il fait des blagues, il génère sa propre auto-personnalité, alors qu'il n'existe ni d'Ève ni d'Adam. Donc, c'est des expériences du type Owen à Toronto, des choses comme ça, le fantôme Philippe, voilà, il y a des documentaires là-dessus. On a reproduit ça en France. Il y avait un cas qui avait été fait, donc les gens se réunissent et ils font une sorte d'écriture automatique un peu spéciale. C'est qu'ils ont un stylo qui est posé dans un disque. Ils ne voient pas du tout comment le stylo appuie sur la feuille. Ils tiennent chacun un bout du disque. Et c'est des feuilles, alors c'est les vieilles feuilles d'imprimante, vous savez, qui étaient connectées les unes aux autres. Et donc, ils font défiler comme ça, et il y en a deux là, il y en a deux là. Et donc, chacun peut tirer dans son sens si vous voulez essayer d'écrire un truc, mais à 4, ça commence à être compliqué. Et donc, au début, ça donne des gribouillis, du n'importe quoi. Et ensuite, ça donne de l'écriture, avec un texte, avec des réponses à leurs questions. Ils l'ont baptisé Procule, ce fantôme-là. Et donc, il n'y a pas d'explication de la façon dont ils ont su conjuguer collectivement leurs esprits pour avoir une écriture qui va dans le bon sens et qui est lisible, simplement juste en s'habituant à une forme d'apprentissage. Et donc, ils ont interrogé Procule, ils avaient déjà généré son histoire fictive, t'es né là, tel jour, etc. Mais voilà, donc on est capable de créer des fantômes, ce qui veut dire pour les parapsychologues que ces mondes des esprits, le bas astral, etc., c'est des choses qui sont surajoutées par les gens, et que les dangers qu'ils s'imaginent, il y a probablement des dangers psychologiques, mais il n'y a pas des dangers réels. Voilà.
c'est à débattre, effectivement, parce que le point de vue de parapsychologue est extrêmement minoritaire. Dans le champ du paranormal, vous prenez les religions, ils vont tous découper en disant il y a du surnaturel, mais surnaturel, ça existe vraiment. Quoi, voilà. Après, c'était d'un point de vue plus énergétique que géopolitique et religieux, mais j'entends bien. Non, par exemple, les gens qui ont fait ces expériences s'en portent très bien. Hein. Merci. Ouais. On va peut-être devoir arrêter parce que j'ai débordé du temps, mais je vous remercie beaucoup, puis on aura encore l'occasion d'échanger durant ces 2 jours. Merci.